salut. Vous guerriers jumeaux autour des colonnes du monde, car votre temps est proche. Secrète des francs-maçons cachés sous le masque des Anonymous. Je suis la vie, et le dispensateur de vie, cependant par là même, la connaissance de moi, est la connaissance de la mort et de la vie éternelle. Je suis le phénix, je suis un magicien, un exorciste, qui fait tourner l'axe de la roue, et le cube dans le cercle. Viens à moi est une parole folle, car c'est moi qui vais. Souvenez-vous tous que l'existence est pure joie, que toutes les souffrances sont comme des ombres. Elles passent et disparaissent, mais il y a ceux qui demeurent. Le grand réveil, la révélation finale pour la fin des temps. Je suis seul, il n'y a pas de Dieu où je suis. Car la République sait, a toujours su qui je suis et qui tu es. Invoque-moi sous mes étoiles. Monsieur Creedy. Les idées sont à l'épreuve des balles. Lève-toi, car nul n'est semblable à toi parmi les hommes ou parmi les dieux. Car nul parmi les mortels n'a le droit de décider pour toi de la vie d'ici-bas. Ceux qui offensent cette loi est maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Sois inattentif à ce que font les injustes. Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi établie par envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans cette loi universelle.
régions autour des colonnes du monde. Car votre temps est proche. Le règne des fortunés et des privilégiés est désormais terminé. Entendez-vous les chuchotements éloignés du vent qui souffle sur notre monde? Cette interview expose les façons véritables de l'agenda des élites, le génocide dans le monde entier et la formation d'un gouvernement mondial. Il s'agit du livre de cuisine, avec toutes ses recettes pour l'extermination de l'humanité. Ordre de chaos. Rien n'exaspère tant le système oligarchique que l'esprit rebelle des Français. Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial à moins qu'il, ou elle, ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du nouvel âge sans recevoir une initiation luciférienne. La lettre du général Albert Pike à Giuseppe Mazzini du 15 août 1871 traite du schéma crise, guerre, révolution des trois guerres mondiales suivie des trois grandes révolutions qui doivent marquer le XXIe siècle. L'objectif recherché, la mise en œuvre de trois guerres mondiales et l'instauration d'un gouvernement mondial unique. Le plan Albert Pike. Albert Pike, après avoir été admis dans la fraternité, The Independent Order of Odd Fellows en 1840, fut initié à la franc-maçonnerie en 1850, dans la loge Western Star numéro 2 de Little Rock. Il reçut d'abord les 10 degrés du rite d'York entre 1850 et 1853, avant de recevoir d'Albert McKee les 29 premiers degrés du rite écossais ancien et accepté en mars 1853 à Charleston, Caroline du Sud. Par la suite, Albert Pike recevra le titre du grand commandeur du rite écossais ancien et accepté du 33e degré maçonnique. Albert Pike aurait occupé la position de chef de la justice au sein du Ku Klux Klan, KKK, ou même qu'il aurait été l'un des pères fondateurs de cette société secrète. Il disait qu'il était capable d'invoquer Lucifer de l'ordre des paladins. Le palamisme est un ancien culte luciférien. Cette influence a gagné supérieur de la franc-maçonnerie moderne. Albert Pike explique aussi le but des trois guerres mondiales dans des termes étonnants, pour avoir été écrit dans les années de 1871. Qu'est-ce que cela prouve? Que la théorie du complot a été prouvée. Elle cesse d'être une théorie, pour n'être qu'un complot. Même si cela doit, très occasionnellement, prouver que les paranos ont raison. Souvenez-vous, vous n'êtes pas paranoïaque s'ils en ont réellement après vous, au point de tuer certains chercheurs de vérité. Albert Pike, franc-maçon, antéchrist, dit « La troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche, au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal? Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans contester provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes, empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu. Origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis, tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront, à partir de ce moment, sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme. Simultanément soumis et exterminés en même temps. Albert Pike a servi en tant que brigadier général dans l'armée confédérée.
après la guerre, Piquet fut emprisonné pour trahison. Il fut immédiatement gracié par le président et franc-maçon Andrew Johnson, avant de devenir franc-maçon du 33e degré et le leader du Ku Klux Klan. On soupçonnait Piquet d'être un luciférien, sataniste. Il affirmait pouvoir convoquer Satan par la volonté en tant que grand maître de l'ordre du Palladium. Le paganisme, ou plutôt le satanisme, ancienne forme du culte de Lucifer, a infiltré les loges maçonniques. Cette croyance s'est fortement répandue dans les hautes sphères maçonniques. L'industrie, les divertissements, la CIA, le Congrès et nos dirigeants militaires sont tous aliénés par le paganisme, satanisme, plus précisément par le nouvel ordre mondial luciférien. Ce qui va suivre sont les prédictions, non, les instructions d'Albert Piquet pour provoquer 3 guerres mondiales. Basées en grande partie sur les Rothschild, qui ont été envoyés dans une lettre à un franc-maçon, 33e degré, italien, baron de la mafia Giuseppe Mazzini. Datée de 15 août 1871. Une lettre troublante, non. Vous avez dû sursauter lorsque vous avez entendu le mot nazisme. Mais ce terme était connu chez les Illuminati à cette époque. Car, comme dans un jeu d'échecs, les francs-maçons sont les pièces maîtresses, les Illuminati sont les pions et fous. Et les cavaliers et les tours sont attribués aux adorateurs de Lucifer. Et comme, dans ce jeu de stratégie ou dans la vie, ils sont toujours plusieurs coups d'avance. Document qui soumet la France et l'Europe dans une invasion migratoire. Les 4 cas de trahison commis depuis les mandats présidentiels du 27 mai 1974 par les 5 ex-présidents, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, les 5 grands traîtres coupables du crime de haute trahison. Pourquoi Daesh est là? La bombe du jour. Dans cet extrait, Alain Wagner confirme, document officiel à l'appui, la thèse de Bayor Ditarabia, du nom d'un des traités organisant l'islamisation de l'Europe, par nos gouvernements eux-mêmes en association avec le monde islamique. Ces accords fondateurs signés en 1975, nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Ce plan consiste à implanter des communautés islamiques civilisationnellement différentes de l'Occident, qui fonctionnent selon les règles de la charia, et qui ont pour vocation de prendre les postes clés au niveau politique, économique et communicationnel dans les pays hôtes. La mise en œuvre de cette stratégie s'appuie sur les centres culturels, les mosquées, les écoles islamiques. Les centres culturels sont financés par les États, par le contribuable. Un enfant musulman qui va dans une école occidentale est considéré comme subissant une aliénation et une invasion culturelle. Un des objectifs fondamentaux, précisé comme absolument fondamental et nécessaire, obligatoire, c'est l'enseignement de l'arabe aux populations occidentales. Ainsi, Najat Vallaud-Belkacem agirait objectivement dans le cadre de sa fonction ministérielle comme un agent de l'OCI et de mise en place de cette stratégie de colonisation culturelle. Nous avons ouvert les portes de notre pays à un processus de colonisation. 1. Trahison. Soumission militaire. Retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. 2. Trahison. Soumission à la finance, gestion budgétaire irresponsable ayant conduit au surendettement du pays. 3. Trahison. Guerre illégitime immorale, destruction de l'État libyen et création d'un nouveau foyer islamiste. 4. Trahison. Totalitarisme républicain, dictature oligarchique, mort de la démocratie française par la ratification du traité de Lisbonne. L'engagement dans des guerres illégitimes et immoraux de l'invasion migratoire. 5. Le pacte criminel de l'OTAN de la Constitution de Varsovie, mensonge et propagande. Une 3e guerre mondiale se préparait avec toutes ces manœuvres militaires. A-t-il fallu que je t'aime, liberté, pour trouver la force de me battre avec le comité, contre ceux qui t'emprisonnent, contre ceux qui te ligotent au mât du grand capital, au nez de la justice sociale, contre ceux qui gardent jalousement les bénéfices d'une politique séculaire d'aliénation de la classe bourgeoise. Ce sera la faute des bourgeois, mais bon sang, mais pourquoi ils font ça? Non, c'est la culture de mort. Depuis les plus grandes trahisons des 5 présidents Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, envers le pays,
42 ans de rien du tout ont suffi à ces bâtards de se multiplier comme des asticots, des parasites, de se propager dans le monde depuis leur ghetto des tyrannies en Europe, et nous déposséder d'un monde d'ordre de raison, tout ça pour nous projeter au sein du chaos de la guerre des classes, des pulsions irrationnelles de la relativité au sein d'un univers, où les concepts même de matière et de réalité sont remis en cause. Pourquoi ? Tout simplement parce que la prédisposition primordiale de leur âme est de démêler les chevaux même de toute existence de vie, afin qu'ils n'en subsistent, qu'ils ne tiennent plus qu'à un fil. Leur finalité c'est le néant, ils tentent vers un néant sans fin. Nous devons être conscients de cela. Nous n'avons pas aujourd'hui les armes spéciales que les autres possèdent, mais nous avons notre cœur, nos têtes, notre histoire. Et c'est pour cette histoire que nos ancêtres se sont battus pour nous. Nous, peuple d'Europe, qui luttons contre cet ennemi, nous avons subi des conditions très spéciales, parce qu'au cours des 40 dernières années, nous subissons la domination d'un régime fasciste. Vous savez très bien ce que cela veut dire. Nous n'avons jamais eu de liberté politique, syndicale ou autre. C'est cela qui caractérise fondamentalement notre situation, la différenciant de celle des autres. Comme tous les peuples du monde, nous voulons vivre en paix, nous voulons travailler en paix, nous voulons bâtir le progrès de notre peuple. Comme tous les peuples du monde, nous avons le droit de nous rebeller contre la domination étrangère. Comme tous les peuples du monde, nous avons aujourd'hui une base légale pour la rébellion, pour revendiquer nos droits. Nous avons la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans l'article 21. Rappelez-vous l'aveu de l'un des derniers intimes de François Mitterrand avec qui il rédigea les Mémoires interrompues. Le testament politique du président François Mitterrand qui, dans le livre de Georges-Marc Bonamou confié aux Français, « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. En fait, je suis le dernier des grands présidents, il me dit ça vite, dans un mélange de pudeur et de grandiloquence. Comme s'il craignait que je le prenne pour un vieux fou, il tente de rationaliser l'aveu qu'il vient de me faire. Enfin, je veux dire le dernier dans la lignée de De Gaulle. Après moi, il n'y en aura plus d'autres en France. À cause de l'Europe, à cause de la mondialisation, à cause de l'évolution nécessaire des institutions. Dans le futur, ce régime pourra toujours s'appeler la 5e République. Mais rien ne sera pareil. Sur le plan international où de nombreux peuples sont soumis aux horreurs de la guerre civile et de l'oppression étrangère. J'observe à cet égard que la France s'est toujours placée au premier rang des forces de la paix. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Croquez la pomme, croquez la pomme, ma belle dame. Connaissez-vous les prédateurs et psychopathes de la pensée unique ? La France est un pays de collabos, c'est inscrit dans vos gènes depuis Vichy. En voici la preuve. Donc je disais, une date fondamentale, c'est 1973. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Passons au processus de Barcelone. Alors oui, le processus de Barcelone. Enfin, le protocole de Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé en 73 ? Il y a la guerre syrio-égyptienne contre Israël. Les Syrio-égyptiens prennent une raclée et de manière immédiate, quasiment immédiate, l'OPEP et les pays arabes multiplient le prix du pétrole par 4
et classe les pays en catégories, c'est-à-dire soit amis, soit neutres, soit ennemis. Et il classe dans la catégorie ennemis toutes les personnes qu'ils associent, de près ou de loin, à l'État d'Israël. Ça a provoqué, certains s'en rappelleront, donc un choc pétrolier absolument terrifiant. On a eu un chantage, c'est-à-dire que les pays de l'OPEP nous ont mis la main sur le robinet en fermant. Il faut savoir qu'il y a des pays qui se sont retrouvés sous embargo pétrolier. C'est la Hollande qui s'est retrouvée en embargo pétrolier, etc. Les États-Unis aussi d'ailleurs. Et suite à ce chantage, parce que c'est un chantage, ils nous ont imposé des conditions. Nous sommes allés à la table des négociations avec eux et nous avons tout accepté. Alors, dans les accords qui ont suivi juste après, donc on a donc le 6 novembre 1973, donc les 9 pays de la communauté européenne de l'époque basculent dans le camp pro-arabe. Donc avec les corollaires qui vont bien, c'est reconnaissance du peuple palestinien, l'alignement sur le narratif arabe concernant Israël, etc. Vous avez la création de ce qu'on appelle, alors ça c'est fondamental parce que c'est l'ancêtre du protocole de Barcelone, hein, du processus de Barcelone, c'est-à-dire la création du DEA, du dialogue euro-arabe, qui est en réalité un processus, lui aussi, un processus qui vise à globalement mettre en œuvre des éléments qui ont été définis de manière très précise en 1975 par les résolutions de Strasbourg. Donc les résolutions de Strasbourg ont été adoptées communément par les pays euro-arabes, par les pays arabes, et donc l'Assemblée générale de l'Association parlementaire de la coopération euro-arabe. Ça a été voté à l'unanimité, il y avait 200 représentants de tous les partis politiques européens. Donc vraiment un ensemble total. Et il faut savoir que ce document est fondamental puisque il pose les bases de ce que nous vivons encore aujourd'hui et qui s'est traduit par différentes avatars. Donc le processus de Barcelone n'était que finalement une espèce de remise en marche du DEA qui a subi des avatars parce que au fur et à mesure des années, des péripéties politiques, il y a eu la signature de paix entre l'Égypte et Israël qui a bloqué beaucoup les choses. Enfin bref, il s'est passé tout un tas de choses, mais le fait est que dans les résolutions de Strasbourg, on trouve exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire la mise en place d'une politique de recrutement de main-d'œuvre dans le monde maghrébin. L'immigration n'est pas en fait voulue par nos élites, ça a été imposé au moment du processus. Absolument pas. Ça a été réclamé par les Européens. C'est-à-dire que ce sont les Européens. J'ai mal compris. Ah bah absolument. Allez-y. C'est ça qui va intéresser les gens. Voilà, donc ce sont là les Européens. En l'occurrence, c'est le nom de la personne qui a posé. C'est Monsieur Tillich de Clercq, donc un Belge. Il faut savoir que les Belges sont vraiment ont été très moteurs dans cette affaire-là avec la France. Donc le Belge, le Luxembourg et la France. Donc ont mis en place un deal, un arrangement. Un arrangement. Disons, nous avons besoin de main d'œuvre que nous allons prendre chez vous. Et là, les pays musulmans, eux, ont mis des conditions. Et c'est là où tout est important. Ils ont mis des conditions à cette immigration. C'est-à-dire que la condition était qu'ils disaient pas vous allez prendre des gens chez nous, ils vont aller chez vous, et puis tout ça va se débrouiller comme je te pousse. Pas du tout. Il y a eu un souci, d'ailleurs c'est en parfaite cohérence avec la doctrine islamique. Ils disaient ces gens donc qui viennent de nos pays vont aller chez vous, ils vont s'installer chez vous, mais nous allons mettre des conditions. Ces conditions sont l'accès à l'égalité totale de traitement entre les personnes qui viennent de chez nous et vos propres citoyens, c'est-à-dire accès aux droits sociaux, accès aux droits politiques, accès à tout. Donc égalité de traitement entre les immigrés et les nationaux de vos pays. Deuxième condition, sine qua non, qui est ces gens-là, ils ne vont pas aller chez vous pour devenir comme vous, ils vont aller chez vous, mais ils restent ce qu'ils sont, et nous gardons le lien entre ces gens. C'est-à-dire que ce sont nos communautés qui vivent chez vous, à notre manière, suivis et chapeautés et cornaqués par nous. Et la troisième condition, c'était que tout ça va se passer dans des conditions qui font que vous allez devoir introduire dans vos sociétés un narratif concernant l'islam qui suit les règles suivantes. L'islam fait partie partie constitutive de votre culture. L'islam c'est du Chirac dans le texte. Oui, Chirac dans le texte, bien sûr. Mais Chirac ne fait que mettre en œuvre les accords qui ont été signés à cette époque-là. C'est une mise en application. C'est-à-dire que la presse doit modifier son mode de traitement de l'islam. On doit avoir un traitement positif. On doit avoir la mise en place progressive d'une synergie culturelle entre l'Occident et le monde arabe.
musulmans. D'où les instituts divers et variés. Avec la mise en place, et ça encore, c'est dans les accords, avec la mise en place de centres culturels dans toutes les capitales européennes. Donc une infrastructure, nous y voilà. Donc une infrastructure de mise en place de l'arrivée culturelle, de l'accompagnement culturel des populations musulmanes qui allaient arriver chez nous et qui, dans leur perspective et dans les faits, ne devaient pas être séparés de la communauté musulmane, ne devaient pas être séparés de la capacité de pratiquer leur culte de manière parfaitement libre et de vivre selon leur culture et leurs usages culturels. Et nous sommes exactement en train de vivre ça. Ces accords fondateurs qui ont été signés en 75 et après, mais confirmé un nombre incalculable de fois, là j'ai un quart d'heure, je ne peux pas vous citer toutes les réunions, mais il y en a eu des kilos, mettent en place. Et tout cela est chapeauté par le document dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai trouvé récemment, et qui s'appelle donc Stratégie culturelle islamique pour l'extérieur du monde islamique. Et donc, ce document est un document que vous pouvez trouver, alors c'est un document officiel qui a été, adopté comme stratégie officielle par l'OCI. L'OCI, c'est l'Organisation de la coopération islamique. Donc c'est l'équivalent de l'ONU islamique. C'est la deuxième plus grosse organisation internationale du monde et qui regroupe tous les pays musulmans. Et donc cet organisme a son plus haut niveau décisionnel, qui est le niveau des sommets islamiques. Les sommets islamiques sont les sommets qui regroupent les chefs d'État. Donc lors du 9e sommet à Doha, en 2000, ils ont adopté ce document qui est un document stratégique, qui est donc la stratégie d'action du monde musulman chez nous. Parce qu'à l'extérieur du monde islamique, c'est chez nous. Eh bien ce document, dont j'ai fait quelques petites traductions, mais je vais vous faire un résumé parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de le faire. Donc tout ça, ce sont les preuves que vous avez en votre possession et que tout le monde peut vérifier. C'est absolument sourcé. Et mais complètement. Alors vous pouvez trouver ce document en téléchargement. Vous pouvez le télécharger, le lire, donc sur le site de l'ISESCO. Alors allez-y. Alors l'ISESCO, si vous considérez que ça, ISESCO, comme ça se prononce, ISESCO. Donc, si vous imaginez l'OCI comme un gouvernement, eh bien l'ISESCO, c'est le ministère de la Culture, de l'Éducation, de la Communication. Donc c'est quand même un très très gros morceau. Ça fait partie de l'organigramme officiel. Ils ont leur siège à Rabat, dans un très beau bâtiment. Et donc vous allez sur le site de l'ISESCO, vous allez sur la partie en français, parce que vous avez un site en français, vous cliquez, vous cherchez le mot stratégie. Donc vous allez à l'onglet stratégie et vous téléchargez ce document. Qui est un document. Qui est en anglais peut-être ? Non, qui est en français. Qui est en français. Voilà. Et ce document, il est présent en arabe, en anglais et en français. Alors j'ai constaté qu'il y a des petites différences entre les versions. J'ai même fait viser la version justement par Samuel Dib, qui est parfaitement bilingue. La version arabe. La version qui fait référence, c'est la version arabe, j'imagine. Non, parce qu'en réalité, c'est comme l'OCI. Les trois langues, français, anglais et arabe, sont les langues officielles. Ce qui veut dire que les trois langues, les trois communiqués, les trois documents sont des documents officiels. D'accord. Voilà. Et donc ce document est le document adopté de manière officielle par l'OCI au niveau du sommet comme leur mode d'action pour les années qui viennent. Voilà. Et ce mode d'action, je vais le résumer très rapidement, il consiste à implanter, alors j'utilise leur terme, à implanter des communautés islamiques civilisationnellement différentes de l'Occident, qui fonctionnent selon les règles de la charia et qui ont pour vocation de prendre les postes clés au niveau politique, économique et communicationnel dans les pays hôtes. Nous sommes les pays hôtes. Voilà. Il faut savoir que l'implémentation, la mise en œuvre de cette stratégie, c'est précisé encore une fois dans le document, s'appuie sur les centres culturels, les mosquées, les écoles islamiques. Et qui sont pour l'instant marginales, ces écoles islamiques, mais qui sont pas du tout marginales. À chaque fois que vous avez une mosquée, l'étape d'après, c'est l'école islamique. Qui est à côté, qui vient après. Et d'ailleurs, dans toutes les mosquées, vous avez des salles de classe. Oh tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec une sorte de processus éducatif parallèle ? Encore une fois, processus éducatif parallèle mentionné dans le document. Alors il faut savoir que ce document est donc un document officiel qui a été mis en place, alors pas par quelques excités dans le fin fond d'un pays arabe. Avant la mise en place de ce processus a nécessité, pendant 9 ans, ils ont sillonné toute la France. Ils le mentionnent d'ailleurs dans le prologue de ce document, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, ce sont les organisations européennes qui ont participé à l'élaboration de ce plan. C'est-à-dire que des gens qui sont chez nous. Mais le serpent qu'on a nourri, c'est-à-dire qu'on a réchauffé en notre sein des serpents, c'est-à-dire qu'on a financé, la plupart des fois, il faut savoir que les centres culturels en Europe sont financés par les États, sont financés par le contribuable. Et ce sont ces gens-là, parce qu'il n'est pas dit des centres culturels ni des organisations islamiques. Donc eux, ils ont fait la concertation avec les
chefs des centres culturels de toute l'Europe et des organisations islamiques de toute l'Europe. Ce qui veut dire que des gens comme par exemple M. Boubaker, etc., sont compris dans les organisations islamiques. Donc les organisations islamiques européennes, alors avec les guillemets bien sûr, ont réclamé à l'OCI parce qu'ils constataient qu'il y avait des signes d'assimilation des enfants musulmans dans les sociétés occidentales. Eh bien, ils ont mis en place un système qui vise à immuniser, j'utilise leurs mots, à immuniser les enfants contre l'invasion culturelle. J'utilise leurs mots. Un enfant musulman qui va dans une école occidentale est considéré comme subissant une aliénation et une invasion culturelle. Donc comme en danger. Il est en danger, bien sûr, il est en danger de sortir de l'islam et de s'assimiler à la culture européenne, ce qui est considéré comme quelque chose d'abominable. Alors, il faut bien voir que cette stratégie aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, quand nous avons un centre culturel qui se crée, une mosquée qui s'appuie toujours sur un centre culturel, ils mettent en œuvre la politique de l'OCI. Alors, cerise sur le gâteau, puisque je vois que j'arrive, j'ai dépassé 15. Cerise sur le gâteau, il faut savoir qu'un des objectifs fondamentaux, précisés comme absolument fondamentaux et nécessaires, obligatoires, c'est l'enseignement de l'arabe aux populations occidentales. Bien sûr. Ce qui veut dire que nous avons, à l'heure actuelle, une ministre qui benoîtement nous explique qu'il faut qui aujourd'hui agit objectivement, dans le cadre de sa fonction ministérielle comme un agent de l'OCI et comme un agent de mise en place de cette stratégie culturelle avec les guillemets. Voilà. Donc, et on nous parle donc dans le document anglais, il y a un mot qui est très intéressant, c'est qu'à un moment on parle de settlement, c'est-à-dire que les en français. Settlement, c'est un double sens. Ça veut dire implantation, mais ça veut aussi dire colonie. Colonisation, d'accord, oui, c'est ça. Voilà. Et le terme en anglais aussi, le document anglais est très intéressant parce qu'il mentionne explicitement comme traduction de l'Oumma. Donc l'Oumma, traditionnellement, on nous explique que c'est la communauté des croyants. Voilà. Eh bien, eux, ils emploient le terme. Voilà, eux, ils emploient le terme de nation islamique. Alors, il faut savoir que l'ISESCO, c'est un avatar des frères musulmans. Très bien. Eh bien, écoutez, donc. Alors, ce document est une bombe politique. Oui, j'imagine. Moi, personnellement, je pense qu'il y a certaines époques dans l'histoire de France où on aurait convoqué les ambassadeurs, mis ce document sur la table et on aurait dit qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez l'intention d'appliquer ça chez nous ? Et on aurait expulsé ces gens. Oui, mais il se trouve que les gens qui sont au gouvernement ne sont peut-être pas tout à fait étrangers à ce... Alors, ils peuvent toujours dire qu'ils ne savent pas que ça existe, bien évidemment, sauf que c'est un document officiel. Mais surtout, le truc qui est le plus sidérant, c'est que nous avons aujourd'hui notre gouvernement qui agit en parfaite collaboration avec les pays de l'OCI pour la mise en place de cette stratégie dans le propre pays. C'est-à-dire que nous avons, objectivement, ouvert les portes de notre pays à un processus de colonisation. Are here. So many people are here. All Africa, Gambia, even Ivory Coast. Come. No good. Water. Underwater. This is not good. Water. I've been watching this migration, and I see the people. I mean, they're men. They're mostly men, and they're strong men. These are physically young, strong men. They look like prime-time soldiers. Look, Europe's going to have to handle, but they're going to have riots in Germany. What's happening in Germany, I always thought Merkel was like this great leader. What she's done in Germany is insane. It's insane. They're having all sorts of attacks. They're having you mean letting in that many people? So we demand our right to stay here. We are here to stay. No matter what it is. Your democracy is empty box. It is for you. Because you are a racist. We are not going to fear of you. Because we are stronger than yesterday. And we'll be tomorrow more stronger. And we'll defeat you. Destination, ordinary German men and women stood here and applauding them. Extraordinary. People handing them water. Welcome to Germany. How do you feel? The psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him.
Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, he will refuse to believe it, despite of the abundance of information. No one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. Refugees are welcome here! Solidarität! 83% der 200 Rütli-Schüler sind ausländischer Herkunft. Die Deutschen sitzen sich immer dahin. Die sind immer allein und so. Und die anderen, wie gehen die mit denen um? So, die schreien auf die, wir treten die. Die laufen rum, wenn die sehen, geben die einfach Stelle. So aus Spaß. Die sind viel Gruppe. Und wehren die sich, die Deutschen? Nein. Wir haben Angst so. So, und wir vermehren uns immer mehr. Ihr Deutschen kriegt ja keine Kinder. Ihr kriegt höchstens, wenn es hochkommt, 2 Kinder. Wir machen 7, 8, Alhamdulillah. Okay, Kollege? Und dann nehmen wir uns auch nochmal 4 Frauen, dann haben wir 22 Kinder. So macht Allah Azza wa Jal, der allmächtige Gott, macht das so, dass wir euch erobern, nicht mit Krieg hier in Deutschland, sondern mit Geburtenraten, erstens. Und zweitens, wir heiraten eure Töchter. Ja? Und deine Tochter wird Kopftuch tragen. Und deine Tochter wird einen Bärtigen heiraten. Boza, cheese, take me a picture of line every kiss. Problem here. Problem there? Exactly. Balls, it's very big. Like this. It's big. Really. He said make sex with anyone or make anything. We are 400 people, okay? How I can bring the girl to here, okay? She go like make 400 times sex. Shit. Der Uniplatz in Magdeburg heute Morgen. Eine 19-Jährige war hier heute Morgen um kurz vor 4 Uhr überfallen und brutal misshandelt worden. Die Frau konnte leider bislang noch nicht befragt werden, da sie aufgrund ihrer Verletzungen derzeit im Krankenhaus behandelt wird. Es ist bereits der 4. Fall innerhalb weniger Wochen. Anfang Oktober wurde eine 24-Jährige auf einem Friedhof in Magdeburg brutal vergewaltigt. Vor rund 2 Wochen wurden 2 19-Jährige überfallen. Verunsicherung bei den Magdeburgern. Im Zusammenhang mit den bisherigen Überfällen fahndet die Polizei nach diesen Männern. Sie sollen etwa 30 Jahre alt sein und werden von Zeugen als Personen mit südländischem Aussehen beschrieben. Even if you expose them to authentic information, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. He will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. In Chemnitz ist ein 7-jähriges Mädchen am Abend mit ihrem Fahrrad unterwegs. In einem Park wird sie plötzlich von einem unbekannten Mann angehalten. Direkt neben diesem Spielplatz soll der Mann dem Mädchen dann den Mund zugehalten und sie vom Rad gezerrt haben. Danach vergewaltigte er die 7-Jährige. Ihre Mutter soll ganz in der Nähe gewesen sein, bemerkte den Vorfall aber erst, als das Kind weinend zu ihr lief. Das Mädchen sprach von südländischem bzw. nordafrikanischem Typ. Europe has not yet learned how to be multicultural, and I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. ضحوا وتقبل الله.
sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Une fracture onéreuse qui laissera entrevoir une fin convertible et qui précipitera le retour d'Al-Andalus. Ça, c'est pour 300 ans. Les civils désarmés, j'ai gagné des Français. Français au Bataclan, j'attaque en rafalant du sang de Porchiclan. Toi et un musulman, il te suffit de t'élancer, de mourir, et te voilà au paradis. Avec Al-Khalil, l'ami intime d'Allah. Je décapite les Français, vous pouvez tous le faire. Oublie Bali, mon frère, le raf est payé cher. Canage hyper cachette, la canache est armée. Les civils désarmés, Bruxelles est alarmé. Michel est acclamé, et ATP branché dans une foule débranchée. Les Belges enflammés, Michel est acclamé. Attaque synchronisée, l'aéroport pour cibler. Bombe dans la vanisée, Bruxelles paralysée. Un frère déterminé, dans un wagon miné. Pour les exterminer, voir l'islam dominer. Donc nous sommes en guerre et nous répondrons. Voilà le prophète sallam comment il a planifié dans un secret total son plan d'action, son projet, son programme. On ne doit pas dévoiler tout ce qu'on fait aux autres, chers frères, chères sœurs, mais on doit travailler secrètement, on doit jusqu'à qu'on mette en place le projet entier. En tant que communauté musulmane de France, nous devons travailler en douceur, sans crier au loup. Nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a transmis son message, comment il a transmis sa da'wa. Un des compagnons lui dit, si tu nous le permets, nous attaquons demain les habitants de Minan. Les compagnons étaient prêts, du moment qu'ils ont passé un serment, du moment qu'ils ont compris leur rôle à jouer dans la société, ils étaient prêts. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, rien ne permet cette attaque pour le moment, retournez à vos campements. Parce que les compagnons à cette époque-là, ils étaient dans une situation de faiblesse. Et quand on est dans une situation de faiblesse, il faut attendre un peu. Il leur a dit, plus tard, quand toutes les conditions sont réunies et quand les Médinois sont rentrés chez eux et que l'ordre est arrivé pour sortir. Il faut acquérir la force pour pouvoir réagir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas livrer une bataille tout de suite, car les conditions, chers frères, chères sœurs, n'étaient pas réunies. Les conditions de la victoire n'étaient pas réunies. L'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine n'était pas une fuite. C'est ainsi que le messager a mis en place tout un plan d'action. Il a quitté la Mecque pour préserver les compagnons et pour fonder aussi un État qui défend la religion, qui défend les musulmans. À l'époque, pendant la période de la Mecque, il s'est attaqué à la formation des êtres humains, des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Mais la situation se dégrade de plus en plus. Donc il faut passer au deuxième stade. Il prêche l'islam, mais avec bien sûr étapes. Il ne va pas brûler les étapes. Il ne veut pas brûler les étapes, car le message de l'islam, on doit le transmettre petit à petit. Pas d'un seul bloc, pas en bloc. Un des compagnons lui dit, si tu nous le permets, nous attaquons demain les habitants de Minan. Les compagnons étaient prêts, du moment qu'ils ont passé un serment, du moment qu'ils ont compris leur rôle à jouer dans la société, ils étaient prêts. Tout de suite, ils n'ont pas attendu 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an. Comme on fait aujourd'hui, on attend, on laisse, c'est pas aujourd'hui, demain, et on continue. Du moment qu'ils ont compris leur rôle, qu'ils ont compris le message de l'islam, tout de suite, ils veulent réagir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, rien ne permet cette attaque pour le moment, retournez à vos campements. Parce que les compagnons à cette époque-là, ils étaient dans une situation de faiblesse. Et quand on est dans une situation de faiblesse, il faut attendre un peu. Il faut acquérir la force pour pouvoir réagir. Nous devons aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, en tant que communauté musulmane de France, nous devons travailler en douceur, sans crier au loup.
Nous devons travailler, multiplier nos actions, Inch'Allah, sans dire à tout le monde, sans faire trop de bruit, parce qu'aujourd'hui notre problème, on fait du bruit alors il n'y a rien parfois, il n'y a pas grand chose. Nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a transmis son message, comment il a transmis sa da'wa. Le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba était le début d'une nouvelle ère, c'est mettre les bases et les fondements d'un État islamique. Ce serment d'allégeance appelé serment des hommes, ou serment de la guerre contre toute agression, visant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moyennant le paradis. Dès que les Ansar ont appris qu'ils auront le paradis comme récompense, ils ont dit: exige de nous, ô prophète, tout ce que tu veux, pour ton Dieu et pour toi-même, nous sommes prêts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas livrer une bataille tout de suite, car les conditions, chers frères, chères sœurs, n'étaient pas réunies. Les conditions de la victoire n'étaient pas réunies. Le commandant doit planifier et voir toutes les possibilités. Et il doit préserver le sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons, Al-Muhajiroun. Un peu plus tard, il ne l'aura pas dit tout de suite. Il était accompagné, quand il a signé ce pacte, il était accompagné avec Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, son oncle. Il n'avait pas informé les autres musulmans de ce pacte. Il leur a dit plus tard, quand toutes les conditions sont réunies et quand les Médinois sont rentrés chez eux et que l'ordre est arrivé pour sortir. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a planifié dans un secret total son plan d'action, son projet, son programme. On ne doit pas dévoiler tout ce qu'on fait aux autres, chers frères, chères sœurs, mais on doit travailler secrètement, on doit jusqu'à qu'on mette en place le projet entier. Je crois que les Français ne se rendent pas compte de l'étendue de leur servitude. Dans tous les domaines, les libertés sont étouffées. Il n'y en a qu'un où on leur a laissé la liberté, c'est la liberté d'aller et de venir. L'immigration abusive, l'islamisation, c'est une conséquence et pas une cause. C'est un effet du mal profond qui nous ronge. Ce mal profond, c'est l'idéologie dominante, la pensée unique, dont on cache le nom parce que on ne veut pas que l'on sache ce que c'est. Ce système de pensée, c'est le cosmopolitisme. Et le cosmopolitisme, c'est l'idéologie de la superclasse mondiale qui aujourd'hui domine le monde et qui est représentée en France par l'oligarchie cosmopolite qui nous gouverne, section française de la superclasse mondiale, si je puis dire. L'État veut pénétrer nos pensées. Et donc on est vraiment dans une situation digne du grand frère de George Orwell. Et George Orwell, ce grand auteur anglais, avait raison de dire que la liberté, c'est d'abord et avant tout le droit de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Notre combat est global parce que l'ennemi est mondial. Qu'il s'agisse de l'immigration, du mariage homosexuel et de la famille, mais aussi de la supranationalité, du libre-échangisme, du non-art dégénéré, de l'américanisation de notre culture, du déclin de la langue française. Ce ne sont pas des combats séparés, tout est lié. Tout est lié car le cosmopolitisme porté par la superclasse mondiale veut faire disparaître à la fois les frontières physiques des peuples et les frontières spirituelles, les frontières de l'âme que sont les traditions. Je note que le président de la République, lui, soigne les journalistes au point de leur confier des dizaines d'heures durant les détails les plus secrets de nos actions diplomatiques et militaires, tout cela aujourd'hui se retrouvant sur la place publique. Comment peut-on imaginer, Monsieur le Premier ministre, que le président de la République, chef des armées, s'installe dans le rôle de commentateur en temps réel de ces décisions les plus secrètes en matière d'emploi de la force, qu'il confie à des journalistes, comme il leur communique par le menu le contenu de ses conversations avec les présidents Obama et Poutine, son analyse détaillée de leur psychologie, ses propres tourments intérieurs,
qu'il les fasse même assister en direct à un échange téléphonique avec le Premier ministre grec. Comment imaginer que le président leur confie le ciblage des bombardements français sur les objectifs en Syrie et que ces documents ultra-confidentiels soient fuités aux journalistes puis publiés dans leur journal? Comment imaginer que le président leur détaille les conditions de libération des otages par nos forces spéciales, qui leur précise que la France paye les preneurs d'otages, directement ou indirectement, qui leur confie qu'il a lui-même ordonné l'assassinat de plusieurs terroristes identifiés, les fameuses opérations Homo. Je cite, « J'en ai décidé 4 au moins ». La liste des personnes ciblées est même passée aux journalistes. Mes chers collègues, mes bras m'en tombent. La France est en guerre, a dit lui-même le président de la République le 16 novembre 2015 au Congrès de Versailles. Nous sommes en état d'urgence que nous avons prorogé ici même à 4 reprises. Nous avons eu 250 morts et 800 blessés. Près de 20 000 de nos soldats sont engagés, tant sur le sol national que sur plusieurs théâtres d'opérations à l'étranger, qui tous s'engagent des conséquences graves, et vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, pour la sécurité de la France. Dans de telles conditions, il est insupportable que le Président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, viole ainsi ouvertement l'obligation de secret qui pèse sur les décisions les plus sensibles qu'il doit prendre en tant que chef des armées. Comment ne pas voir dans ces conditions, bien plus qu'un effondrement de la fonction présidentielle, un manquement caractérisé au devoir du Président de la République, chef des armées, je cite, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat au terme de l'article 68 de la Constitution. Autant de telles confessions seraient compréhensibles dans les mémoires rédigées 10 ou 20 ans après les faits par un président qui aurait quitté depuis longtemps le pouvoir. Autant de telles révélations, je termine, sont proprement intolérables et même dangereuses, alors que la France est en guerre et que le président est aujourd'hui chef des armées. On sait que Mme Clinton est aujourd'hui critiquée et même menacée de poursuite pour avoir utilisé sa boîte mail alors qu'elle était à la tête du département d'État. Pour moi, je vous le dis avec beaucoup de gravité, Monsieur le Premier ministre, la question de l'application de l'article 68 est désormais pesée. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste, ce qui, là, est une atteinte grave aux libertés. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes Pourquoi? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Donc, mais pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Donc c'est grave vos accusations, M. Hollande, là? Je pense que c'est grave. À mettre en cause des hommes et des femmes, les priver de liberté, les accuser de terrorisme, c'est grave.
l'erreur, à mon avis, qui a été commise par la ministre de l'Intérieur, a été de théoriser, à partir de je ne sais quel livre, ou je ne sais quel comportement, ou de réseau supposé, de théoriser l'existence d'une gauche ultra-gauche, dont il faudrait absolument mettre hors d'état de nuire ces prétendus doctrinaires ou exécutants. Bon, je crois qu'avant de porter une telle accusation, je ne dis pas qu'il n'y a pas un moment des surveillances à observer, il y a sûrement des surveillances à observer, et même des répressions à exercer quand il y a des mises en cause des matériels ou des biens qui appartiennent à l'État ou qui appartiennent à l'entreprise publique. Il faut que les choses se fassent, mais de là à imaginer un scénario où le terrorisme serait là, présent, dans le cœur même de nos villages, je pense que là, il y a eu une dérive. Alors, la ministre de l'Intérieur, si maintenant les procédures démontrent que ces jeunes ne sont pour rien, y compris pour les actes dont on les a supposés coupables, alors là, je pense qu'il faudra des excuses de la part du ministre de l'Intérieur. Si maintenant on lit les livres et on recherche leurs auteurs et on interprète leurs textes, et on va aller chercher Manu Militari, y compris même en Corrèze, pour les mettre sous les verrous, c'est vrai que c'est inquiétant. Faites attention à ce que vous allez imprimer, diffuser, on ne sait jamais, vous pouvez y passer aussi. Et c'est ça d'ailleurs qui est troublant dans cette affaire de Tarnac, c'est qu'on se dit... Vous êtes inquiet, vous, parce que on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut se produire moi je ne crois pas que mes textes encore m'exposent, mais quelqu'un qui... La littérature est pleine quelquefois de délire d'ailleurs, mais on commence à lire ces textes, à supposer que cette fiction devienne peut-être une incitation au passage à l'acte, et qu'on peut se retrouver là comme ça, mis au fer. C'est vrai que c'est assez troublant. Vous avez l'air en forme, vous êtes souriant et puis vous êtes clair, là, je trouve, ce soir. Je vous remercie, monsieur Hollande. Parce que pour le Parti Socialiste, c'est vous. À bientôt. Salut. Allez, je filme. Au revoir. À bientôt. Alors la prochaine fois, c'est vrai, c'est dans votre bureau, comme on avait dit. Merci. Moi aussi, c'est bien. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ces illuminés, ces illuminés, ces illuminés... L'angoisse et la passion nées dans la société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Croque la pomme, croque la pomme à belle dent. Va-t'en d'ici, Satan, Satan, va-t'en d'ici, vilain serpent.
baiser de Judas Iscariote, le baiser de Satan. Les 12 apôtres des caricatures du crayon sont morts. Le patriote français, l'esprit malade et cannibale de la République pourrite et de ses élites. La France est un système qui appartient aux sionistes. Ce système est notre ennemi. C'est pour cette cause que le monde de Sion sera bientôt détruit. Quand on est à l'intérieur, que voit-on? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des juges, des francs-maçons, des satanistes, des sionistes, des pédophiles, des faux patriotes, petits bourgeois malsains qui les protégeront jusqu'à leur laisser la mort. La République est la putain de Lucifer, parce qu'elle est le lit d'une putain et la demeure de Lucifer. Regarde-toi dans un miroir, Charlie. Dis-moi qui tu vois. Maintenant, en te regardant dans ton miroir, vois-tu au-delà de mon reflet? Je suis la mort. Charlie. Et moi, Charlie, je suis ton pire cauchemar. Je suis l'antidote. Les dérivés de l'ineptie, inepte, méphistophélique, luciférienne de la culture de la mort française. Bataclan l'œil des Illuminati. Le baiser de Satan. Iwilkis de Villon-Huitong. Je veux baiser le diable et sa langue. La République judéo-maçonnique dit à ce sujet: il ne faut pas sauver les goyim en danger de mort. Cela sera le sacrifice expiratoire pour l'holocauste de la terre promise. Répandre le sang des impies est un sacrifice agréable au dieu saturnien. Il est permis de décapiter les goyim le jour de l'expiation des péchés, même si cela tombe également un jour de sabbat. Les goyim qui chercheraient à découvrir les secrets de la loi d'Israël ou de la franc-maçonnerie commettent un crime qui réclame la peine de mort. Les Je suis Charlie, les nouveaux recrutés de France, ne comprennent jamais rien. Ils dansent et chantent sur les cadavres chauds du vivre ensemble. Sorte de riches païens sortis d'esprits sataniques qui ont, à marche forcée, depuis plus de 40 ans, lobotomisé tout un peuple afin de leur faire gober le vivre ensemble et les vertus du multiculti. Sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, ces remplacistes criminels ont mis en place cette nouvelle idéologie anti-raciste avec une constance non démentie à ce jour. Tout en occultant communisme et maoïsme, totalitarisme tout aussi meurtrier, sinon plus que les nazis. Pour faire avaler cette funeste idéologie anti-raciste, ils nous chantent les heures les plus sombres de notre histoire, le plus ça, tout en confectionnant les mêmes plats, avec les mêmes effets, au goût oriental cette fois. L'islam est une religion d'amour et de paix, persiste-t-il à marteler. Les morts du Bataclan et les autres lieux de réjouissance parisiens, ce n'est pas ça l'islam. Ou encore, l'islam fait partie de la France. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de liberté. Il y a quelques jours, je me posais la question, était-il encore possible de réarmer moralement les Français? 9 jours après le vendredi 13 novembre 2015, j'observe des images qui me glacent d'une plus grande horreur, encore que les nombreuses victimes tombées sous les balles au nom de leur dieu monothéiste. Non, le réarmement moral des Français est devenu impossible. Il est trop tard. Les voilà donc, joyeux, béats, se déhanchant place de la République, s'embrassant dans un grand élan d'amour pour tous, à la mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles des soldats d'Allah envoyés par l'État de la République satanique, dont le but est d'installer par la violence partout dans le monde. Ils sont les idéologistes de l'antiracisme, nouveau totalitarisme, copains avec l'autre. Ils sont les idiots utiles mais pas indispensables, du culte luciférien, des influences maçonniques à la doctrine de la pensée unique. La division qui permettra à cette idéologie religieuse de conquérir l'Occident. Sans oublier le sioniste, celui qui nous sert de Premier ministre, dont on sait maintenant qu'il a refusé la liste des soldats d'Allah, qui se trouvent sur notre territoire proposé par la Syrie, sous prétexte qu'il ne veut rien avoir à faire avec ce régime. C'est du régime de Damas qu'il parle, qui mettait à disposition de la France cette liste, qui aurait permis arrestations et autres expulsions. Ce qui aurait peut-être évité le carnage du vendredi 13 à Paris. Poursuivant dans la folie, Valls déclare dans la même journée vouloir associer le Qatar et l'Arabie à la lutte antiterroriste. Il doit être le seul à ignorer que ces deux pays financent la calamité qu'il dénonce.
On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés, mais il s'agit par réflexe socialiste. Les gouvernements socialistes fabriquent les problèmes, puis ils offrent de sauver le pays en les réglant. Par son refus de recevoir la liste des soldats d'Allah, Valls, Hollande, ils se sont rendus coupables de haute trahison envers le peuple français. Par sa volonté de collaborer avec les wahhabites du Qatar et de l'Arabie, Valls et Fillon, ce sont des islamo-collaborateurs. La France doit rebattre les cartes de sa diplomatie. Ce n'est pas avec cette frange socialiste, ni même avec les autres partis d'ailleurs, qu'une pareille chose arrivera. Mais qu'attendons-nous d'une république entièrement satanisée? Obéissez à vos maîtres, peuple maudit, vous allez saigner plus blanc que neige. Ouvrez le mystère de votre création et faites que nous participons à la sagesse immaculée. Les flammes de l'enfer brûlent et purifient. Il est temps de traîner leurs carcasses jusqu'à la maison de la mort. Mort à la République. Mort au patriarcat, mort à l'État, mort aux capitales, mort aux religions. Plus que jamais, ni Dieu, ni maître, ni ordre moral. Il n'y a rien, absolument rien dans l'État, du haut de la hiérarchie jusqu'en bas, qui ne soit abus de réformer, parasitisme à supprimer, instrument de tyrannie à détruire. Considérez le chien apprivoisé, implorant une caresse, un regard de son maître, n'est-ce pas l'image de l'homme à genoux devant son Dieu? N'est-il pas évident que tous les gouvernements, toutes les religions, sont les empoisonneurs systématiques, les abêtisseurs intéressés des masses populaires? Et maintenant rions tous d'une colère sardonique. Le rire, de si mauvais goût qu'il soit, qui insulte des faits historiques. Bienvenue dans le meilleur des mondes, Émilion Charlie. La fumée de la cheminée maçonnique n'enfume que ceux qui n'ont pas protégé leurs yeux. Vous avez des yeux, mais vous ne les voyez pas. Leur œil vous voit. Le vote britannique a coupé de certaines de nos nombreuses aides. Mais nous continuons à voler. Nous n'allons pas arrêter notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Téléphone maison, iti téléphone maison, iti téléphone maison, téléphone maison, iti téléphone maison, téléphone maison, téléphone maison. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et européennes, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vous adresse à mon tour mes vœux les plus sincères pour vous-même, pour tous les vôtres, et je vous prie de transmettre à sa sainteté, le pape Benoît XVI, nos souhaits très respectueux, et de lui dire le souvenir particulièrement fort que les Français conservent de sa visite si réussie en France. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, nous le savons, l'année 2009 sera une année de très grandes difficultés. Sans doute l'une des plus difficiles depuis des décennies. Sur le plan économique, et donc sur le plan social, sur le front de la guerre et de la paix, mais
l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial, une année de progrès décisif vers la paix. Cela ne dépend que de notre volonté. Voulons-nous subir la crise ou voulons-nous rebondir grâce à la crise? La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et je vais vous dire une chose. L'Europe aura une position commune et forte. Et je vais vous dire une deuxième chose. Aucun d'entre nous n'en sortira. Aucun. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir, parce qu'on en revient finalement à votre conclusion, la conclusion c'est celle du pouvoir, et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment, il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. Gémissons, gémissons. Mais espérons. Permettez-moi de la transformer un peu pour clore mon propos. Oui, bien sûr, sur tout ce que nous avons entendu, gémissons, gémissons, mais agissons. Va-t'en d'ici, Satan, Satan. Va-t'en d'ici, vilain serpent. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent ça? Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Je parle là. Et bonbons, et bonbons, et bonbons, et bonbons. Je leur parle. Et les types m'applaudissent. Plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Quand même. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Quand même. C'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. 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 Fils d'Israël, ils applaudissent cette idée, du fils d'une des plus anciennes tribus du monde, la tribu des Lévis. Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc, Satan, c'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même.
Merde, quand même. Crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Et l'on vous a protégé de mon nom, mais pas de ma fonction. Quand vous finirez par Dieu m'appeler, par l'ange déchu de la Torah, par le Dajjal de la Sunna, par la pierre du Christ, par le prophète sous Iblis et tous les mythes du phénix, le gardien de la tour est toujours celui qui revient avant celui qui vient. Porté en connaissance 40 jours de désert, jusqu'au fils à rien faire, d'ignorance puis d'aisance, s'élèvera vers les cieux d'un esprit bien-aimé, deviendra ange immortel, mais une hydre sous vos yeux, condamnant qu'il pleuvoie pendant 3 temps sur Israël, à en condamner ses rois, à en condamner ses querelles, faisant du ciel descendre sur des guerriers par cinquantaines, du feu sans ses cendres, et assassinant des croyants par centaines, attendant celui qui engagera le dernier de vos combats, la raison de la décollation. Pourquoi vous aurait-on caché mon nom? Je suis la fable et le diable, l'enjeu du combat. Je suis Elia. Lorsque le messager de Dieu vient pour la division et l'amour de Dieu, le Fils de l'homme vient pour la réunion et la dignité des hommes entre eux. Vous voyez encore le plan comme des enfants, croyant que l'ignorance est le bien, que la connaissance est le mal, et que le diable est le méchant. Qu'avez-vous compris de l'usurpation de mon nom et de ma fonction? De l'évolution du plan quand l'antéchrist est à l'union des générations, ce que le Christ est à la division des nations. J'ai construit le savoir de Babel, tenté la créature de l'Éden, condamné les rois d'Israël à suivre les lettres originelles, essayant de porter la paix vers le Fils de l'Éternel. J'ai toujours amené au savoir et à la réunion, mais ma mission vous a toujours été cachée. Que celui qui a une oreille écoute. Pourquoi le plan me donne pouvoir sur les saints et de les vaincre? Car je reviendrai. La cause de tout, vous savez ce que c'est? La cause de tout, c'est la peur, la seule petite peur, rien que ça. C'est pas difficile, si ce jour-là tu es le meilleur, tu gagnes. Et puis vient le jour de la défaite. Tôt ou tard, il y a un type qui s'amènera et te flanquera ta raclée. Tu pourras toujours te dire que tu n'étais pas en forme ou que tu as vieilli. Ce qui est certain, c'est que tu finiras par perdre. Tout ce que tu peux espérer, c'est de demeurer le meilleur. À un moment. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se faire respecter, sinon on n'est que dalle. Tout le monde est là, qui vous jauge, vous juge. Depuis toujours, à chaque fois que j'ai eu un problème, eh bien c'est grâce à ces deux-là que je l'ai réglé. Plusieurs heures après, que l'humanité ait disparu, partout dans le monde les lumières vont commencer à s'éteindre.